Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux actions à acheter maintenant. Ces deux entreprises françaises, elles sont toutes les deux éligibles au PEA, et il y en a même une des deux qui est éligible au PEA PME. Donc ça peut être intéressant pour utiliser sur ce type de compte. Alors ces deux entreprises, je les ai sélectionnées parce que je pense qu'elles sont sous-valorisées et qu'elles peuvent offrir de bonnes perspectives de croissance à assez court terme, c'est-à-dire sur un an ou même deux. Et en plus de ça, elles versent de super dividendes. Donc sur ces deux actions, j'ai utilisé pas mal de principes d'analyse fondamentale que je vais détailler plus tard dans la vidéo, comme notamment des ratios financiers, des indicateurs de valorisation et même des principes qui viennent tout droit de l'investisseur intelligent et de Benjamin Graham. Alors comme d'habitude, si le livre t'intéresse, le lien est dans la description. Alors dis-moi si tu trouves ce type d'analyse intéressant et si tu veux que j'en fasse d'autres. Je pensais aussi écrire une formation sur l'analyse fondamentale et l'analyse d'entreprise en général, qui serait accessible à tous ceux qui regardent mes vidéos de manière gratuite. Donc dis-moi si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans les commentaires. Et comme toujours, c'est pas un conseil en investissement, je te partage juste mes idées et tu devrais toujours faire tes propres recherches. Et avant de commencer, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, c'est parti pour nos deux actions. La première action que je vais te présenter, c'est Stradim, ticker ALSAS. Stradim, c'est une PME française qui fait du développement et de la promotion immobilière. Et ils sont spécialisés dans la promotion d'immobilier résidentiel pour des gens qui veulent acheter une résidence principale, des investisseurs ou des bailleurs sociaux. L'entreprise a été créée en 1990 par Rémi Hagenbach et elle est localisée en Alsace, Île-de-France, mais aussi dans l'ouest et dans le sud de la France, avec 140 collaborateurs. Et les titres de l'entreprise sont échangés sur le marché libre depuis 2000 et elle est cotée sur Alternext depuis 2007. Donc ici, on a vraiment affaire à une PME française très prospère avec 30 ans d'activité et quasiment 15 ans en bourse. Et un des points forts de la société, c'est que son fondateur, Rémi Hagenbach, est toujours président et détient 72% du capital. Et le directeur général, Francis Ebel, détient lui 8% du capital. Donc 80% des actions de la société sont détenues par le fondateur et les dirigeants, ce qui assure que la performance de la société soit corrélée avec leurs intérêts. Après, ça peut aussi poser un petit problème en termes de gouvernance et de communication, mais c'est souvent le cas avec les PME qui ont qu'une faible partie de leur capital sur le flottant. Quand on regarde le cours de l'action sur 5 ans, on voit qu'on a eu une belle croissance depuis fin 2015, et puis une accélération en 2007 jusqu'à mi-2018. Et puis une retombée sur la fin d'année 2018, suivie par une stabilisation en 2019. Et bien sûr une chute en 2020 avec le Covid. Alors pour moi, ce prix qui a fortement baissé en 2018 ne reflète pas la vraie valeur de l'entreprise. Et c'est une inconsistance du marché. Mais pour comprendre pourquoi, il faut regarder les résultats. Pour commencer, on va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors depuis 2014, il est en croissance d'environ 10% par an, sauf pour une baisse en 2018, qui est venue handicaper le prix de l'action, comme on l'a vu sur la courbe précédente. Mais depuis, le chiffre d'affaires est revenu à la hausse avec 88,75 millions d'euros en 2019 et pour 2020, on va estimer le chiffre d'affaires autour des 94 millions d'euros. Donc une croissance de 6%, même en période de Covid. Et les résultats de 2020 n'ont pas encore été publiés, mais ça va pas tarder. Et c'est pour ça que c'est une phase intéressante pour pouvoir rentrer sur le titre. Quand on regarde la publication semestrielle, on voit que le chiffre d'affaires sur la première partie de l'année 2020 était en croissance de plus de 7% par rapport à 2019. Donc c'est vraiment un bon indicateur pour les résultats de la seconde partie de l'année. Donc pour le chiffre d'affaires généré par l'entreprise, on est très bien. Mais alors pour le résultat net, comment ça se passe? Parce que l'objectif c'est quand même d'avoir un résultat net en croissance, même si sur 2020 ça n'a pas été facile. Et bien le résultat net est lui aussi en croissance, même si on a eu une baisse en 2018. Et on va estimer... Et le résultat net est... Eh bien le résultat net est lui aussi en croissance, même si on a eu une baisse en 2018. Et on va estimer le résultat net à 3 millions d'euros pour 2020. En se basant sur les résultats semestriels, comme avec le chiffre d'affaires. Donc un chiffre d'affaires et un résultat net qui non seulement sont solides, mais sont aussi en croissance. Et ça en 2020, l'année de la pandémie, c'était pas gagné. Et quand on regarde les concurrents, on voit bien qu'ils ont eu du mal à maintenir leurs résultats. Ils affichent quasiment tous une baisse des résultats nets, et Kaufman & Broad affiche aussi une baisse du chiffre d'affaires. BASF par contre s'en sort assez bien, avec une croissance sur les deux fronts, et Capelli a littéralement effacé son résultat net. Donc au niveau des résultats, Stradim affiche une performance qui est excellente. L'entreprise connaît une assez forte croissance sur les 5 dernières années, même si on a eu un petit ralentissement en 2018, mais depuis les résultats sont repartis de plus belle et ils vont nous livrer une année 2020 impeccable. Donc après l'étude des résultats, on va se pencher sur la structure financière de l'entreprise, avec quelques ratios importants qui vont nous permettre d'évaluer sa viabilité financière. Pour ce qui concerne les dettes financières, l'entreprise en a pour un peu moins de 68 millions d'euros, et les capitaux propres sera un petit peu moins de 26 millions d'euros. Ça nous donne un ratio dette sur capitaux propres de 2,62.
Bon, c'est un ratio qui est assez haut. En général, on dit qu'au-dessus de 1, on a un ratio dette sur capitaux propres qui est élevé. Mais ici, il faut garder à l'esprit que l'entreprise est une société de promotion immobilière et que la majorité des projets sont financés par de la dette. Donc c'est vraiment propre à l'activité d'avoir un effet de levier qui va être élevé. Par contre, quand on regarde l'actif courant, on s'aperçoit qu'il est de 233 millions d'euros, assez largement supérieur au passif total hors capitaux propres de la société, qui est lui de 208 millions d'euros. Et ce passif total, il est composé des dettes financières, des dettes fournisseurs, etc. Et en fait, c'est l'ensemble de ce que l'entreprise doit repayer. Donc Stradim peut couvrir entièrement son passif avec son actif courant, et même avoir un excédent, comme le montre ce ratio de liquidité. Donc si demain l'entreprise était liquidée, elle pourrait littéralement couvrir tout l'argent qu'elle doit à ses créanciers, et en plus de ça, dégager un petit surplus pour les actionnaires. Donc c'est vraiment un très bon signe de santé financière de l'entreprise. Il faut bien garder ça en tête parce qu'on va aussi s'en servir pour la valorisation. Et alors cette valorisation, comment on fait pour la définir? Pour commencer, il va falloir prendre des indicateurs qu'on va comparer avec les concurrents de l'entreprise pour voir si notre cible va être sous-valorisée par rapport aux autres acteurs du marché. Et ensuite, on va pouvoir établir un objectif de prix réaliste par rapport aux résultats de l'entreprise et à ses perspectives. Donc j'ai commencé par utiliser des méthodes de comparaison classiques comme le Price Earning Ratio, le Price to Book ou encore des multiples de valeur. Petit rappel, le Price Earning Ratio, c'est le prix de l'action divisé par le résultat net par action. Et ça représente le nombre d'années de bénéfices qui sont inclus dans le prix de l'action. Le Price to Book, c'est le prix de l'action par rapport à la valeur comptable des capitaux propres de l'entreprise. Et enfin, l'entreprise value ou EV, c'est la capitalisation boursière auquel on va ajouter la dette nette de l'entreprise, c'est-à-dire les dettes moins la trésorerie. Donc maintenant que c'est plus clair, on peut passer à l'analyse. Le Price Earning Ratio, ici pour Stradim, il est de 8,6, ce qui est plus faible que tous ses concurrents directs, et la moyenne du secteur immobilier est de 16. Donc en ayant une valeur plus faible, on peut dire que Stradim est sous-valorisé. Pour ce qui est du Price to Book, là c'est la même chose. Stradim a une valeur comptable de 7,52 € par action, qui est plus élevé que son prix de marché de 6,55 €, ce qui va nous donner un Price to Book à 0,9. Tous les concurrents ont un Price to Book au-dessus de 1, sauf Capelli. C'est donc un autre indicateur qui nous dit que l'entreprise est sous-évaluée. Et enfin, sur les multiples d'Enterprise Value, on voit que Stradim est dans la fourchette basse comparée à ses concurrents quand on se base sur le chiffre d'affaires. Et elle est à un niveau similaire quand on se base sur l'EBITDA. Ici, la sous-valorisation est moins flagrante par exemple. Donc voilà pour les différents multiples qui vont nous donner une bonne indication quant à la valorisation de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Mais j'ai aussi complété tout ça par des indicateurs qui nous viennent de Benjamin Graham. Et ces indicateurs, c'est le multiple de Graham et le chiffre de Graham. Alors le multiple de Graham s'obtient en multipliant le Price Earning Ratio par le Price to Book pour obtenir un ratio de valorisation. Et si ce ratio est supérieur à 22,5, alors l'entreprise n'a pas une valorisation attractive. Et le chiffre de Graham, lui, c'est une formule mathématique qui va nous donner le juste prix d'achat en prenant en compte le multiple de Graham, les résultats d'entreprise et la valeur comptable de l'action. Et d'après Benjamin Graham, c'est le prix plafond. Il ne faut pas acheter au-dessus du prix calculé et sous ce prix, l'entreprise est attractive. Et là, tu vas me dire, Vincent, tous ces calculs, c'est très bien, mais dans les faits, ça donne quoi? Eh bien, Stradim répond à tous les critères. Le multiple de Graham est largement sous les 22,5, ce qui est aussi le cas de Bassac et de Réalité, par exemple, mais à moindre mesure. Et le chiffre magique est, quant à lui, de 11,34. Donc le plafond maximum pour investir dans l'entreprise serait de 11,34 € par action, bien loin des 6,55 € actuels. Donc encore une fois, Bassac et Réalité semblent intéressantes, mais dans une moindre mesure. Et donc tous ces indicateurs nous permettent de dire que Stradim nous paraît sous-valorisé, et en plus elle a des résultats qui sont excellents. Donc il ne nous manque plus qu'à définir un prix objectif pour l'action, et pour ça on a plusieurs méthodes. Alors là on peut simuler un Price Earning Ratio à 15, donc juste sous la moyenne du secteur, ce qui va nous donner un prix de 11,40 € par action, et donc une plus-value de 74%. Et on peut aussi se référer au chiffre de Graham pour avoir un objectif qui va nous donner une valeur de l'action à peu près dans le même ordre de grandeur. Pour quelque chose de plus conservateur, on peut juste prendre la valeur des capitaux propres à 7,52 € par action, donc une plus-value de 15% par rapport au prix actuel. Et pour quelque chose d'encore plus conservateur, on peut utiliser la valeur de liquidation, ou NCAV. Encore un concept qui nous vient de Benjamin Graham, donc j'ai parlé plus en détail dans une autre vidéo, pour une valeur de l'action de 7,18 €, soit une plus-value de 10%. Et enfin, le dernier point dont je voulais te parler, c'est le dividende versé par Stradim. Alors bien sûr, Covid oblige, l'entreprise a suspendu son dividende en 2020, mais avant ça, en 2019, l'entreprise avait versé un dividende de 27 centimes d'euros par action. Et ça nous donnerait un rendement au cours d'aujourd'hui de 4,12%. Et il y a de grandes chances que l'entreprise recommence à verser son dividende en 2021. Après tout, c'est la politique de la maison. Et le dividende est l'un des objectifs de l'entreprise.
Allez, on passe à la deuxième action sur la liste, et cette action c'est Métropole Télévision, que tu connais sûrement mieux sous le nom de M6. Le ticker c'est MMT, et Métropole TV, c'est l'une des chaînes de télévision françaises les plus connues, et l'un des leaders nationaux de l'audiovisuel. Donc l'entreprise a été créée en 1987 et elle est cotée en bourse depuis 1994. Et ce qu'il faut savoir sur le groupe M6, c'est que 49% des parts du capital sont détenues par le groupe allemand RTL. Et le reste du capital est flottant ou alors détenu de manière minoritaire par des investisseurs. C'est important de le garder à l'esprit et on y reviendra plus tard. Alors M6 c'est le deuxième groupe français en termes de part de marché sur le segment de la télévision avec 17 chaînes, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc bien sûr M6 mais aussi Paris Première, W9, etc. Et le groupe possède aussi 3 stations de radio, dont RTL qui est la première en France mais aussi RTL2 et Fun Radio. Et M6 c'est plus de 24 millions de spectateurs par jour. En plus de ça, le groupe est l'un des pionniers du streaming télé en France avec Sixplay. Et il est aussi présent dans la production de films. Donc en bref, M6 c'est vraiment un conglomérat de l'audiovisuel. Alors quand on regarde le cours de l'action sur 5 ans, on voit qu'on a été en forte croissance depuis 2016, mais qu'en 2018 ça a été la catastrophe. Et puis qu'on a entamé une nouvelle phase de hausse sur 2019 sans vraiment convaincre. Et puis évidemment Covid en 2020, donc gros crash. Et enfin on assiste à une phase de remontée assez rapide depuis le 3e trimestre 2020. Et là avec M6 ce qui est intéressant c'est qu'elle est sous-valorisée, et je vais te montrer pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais du coup cette sous-valorisation a aussi attiré des acheteurs potentiels, et elle est bien partie pour être achetée. Et c'est pour ça qu'on voit une hausse du cours aussi rapide. Les investisseurs ont bien compris la valeur réelle de l'entreprise. Allez, on va jeter un coup d'œil aux chiffres pour essayer de comprendre tout ça. Pour le chiffre d'affaires de l'entreprise, depuis 2014, il est en croissance d'environ 3% par an. Donc on a une entreprise mature qui est relativement pérenne. En 2020, par contre, le chiffre d'affaires a baissé de 12,5% pour revenir à 1,27 milliard d'euros. Et les effets du Covid sur un mastodonte comme M6, ils sont très durs. Donc jusqu'à présent, on a quand même une forte baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise qui a pénalisé le cours de l'action. Mais quand on regarde le résultat net, c'est là qu'on voit le brio de l'équipe de gestion d'M6. Le résultat net, assez stable et en faible croissance depuis 2014, a bondi en 2020 pour atteindre 246,6 millions d'euros, soit une augmentation de 61% par rapport à 2019. Et ce bond du résultat net, il est dû à un programme massif de restructuration et de réduction des coûts qui a été mis en place en réponse au Covid, mais qui a été bénéfique pour l'entreprise de manière générale. Et donc il a permis d'économiser 169 millions d'euros de coûts et d'augmenter les bénéfices. Donc c'est vraiment un coup de maître de la direction. Et quand on regarde les concurrents, on voit bien qu'ils ont eu du mal à maintenir leurs résultats. Ils affichent tous une baisse des résultats nets, malgré les différents plans de restructuration mis en place. Aucun n'arrive à égaler la performance du groupe M6. Donc au niveau des résultats, la performance du groupe M6 est bonne. Même si on a un chiffre d'affaires qui a bien baissé en 2020, dû à des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser, le résultat net, quant à lui, est monté en flèche, ce qui a permis de booster les marges de l'entreprise, notamment avec une marge nette de 21%, ce qui est bien supérieur à tous ses concurrents. Et pour ce qui est de la structure financière, ici aussi M6 fait un sans faute, on a une entreprise qui est super bien structurée. Pour ce qui concerne les dettes financières, elles sont de 154,7 millions d'euros. Une goutte d'eau dans l'océan pour M6 avec ses 1,6 milliard d'euros de capitaux propres. Ça nous donne un ratio dette sur capitaux propres de 0,15. C'est super faible, donc ça peut vraiment laisser de la place pour une utilisation plus intensive de l'effet de levier et avoir de la croissance grâce à la dette. Quand on regarde l'actif courant, on voit qu'il est de 1,43 milliard d'euros. Encore une fois, assez largement supérieur au passif total hors capitaux propres de la société, qui est lui de 793,4 millions d'euros. Donc M6 peut largement couvrir son passif avec son actif courant, et même avoir un excédent comme le montre le ratio de liquidité. Donc ici, même chose qu'avec Stradim précédemment, si l'entreprise était liquidée, elle pourrait littéralement couvrir toutes les dettes qu'elle doit à ses créanciers avec son actif courant, et même dégager un excédent pour les actionnaires. Donc c'est un très bon signe de santé financière pour le groupe, et c'est pas étonnant vu la qualité de la direction. Alors maintenant qu'on a analysé les résultats et la structure financière, on va passer à la valorisation. Et on va utiliser à peu près les mêmes méthodes qu'on a utilisées pour Stradim précédemment. Donc s'il y a des concepts qui sont encore assez flous, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo. Le price earning ratio du groupe M6 est de 8,6, qui est beaucoup plus faible que tous ses concurrents directs. Et la moyenne du secteur de l'audiovisuel est de 20. Donc M6 est vraiment en dessous, que ce soit sous ses concurrents ou sous la moyenne du secteur. Donc il y a une décote sur cet indicateur-là. Et pour ce qui est du price to book, là c'est l'inverse. M6 a un ratio price to book de 2,2, qui est le plus élevé du groupe de comparaison. Donc l'indicateur ici nous dit que l'action est plus valorisée que ses concurrents. Donc c'est toujours bien de comparer plusieurs indicateurs pour ce genre d'exemple où typiquement si on prenait que le price to book, on penserait que l'action est survalorisée. Et enfin sur les multiples d'enterprise value, on voit que M6 est généralement dans la moyenne comparé à ses concurrents.
Et quand on se réfère sur l'EBITDA plus précisément, l'entreprise est la seconde moins valorisée du groupe de comparaison. Et pour continuer l'analyse, on va aussi passer M6 sous les critères de valorisation de Benjamin Graham. Et là encore une fois, M6 répond à tous les critères. Le multiple de Graham est largement sous les 22,5, ce qui est aussi le cas d'énergie, et le chiffre de Graham est quant à lui à 20,38. Donc on est bien sous ce plafond avec un prix actuel de 18,76 € l'action. Donc voilà, maintenant qu'on a identifié les différents indicateurs de valorisation, on va pouvoir établir un objectif de prix pour notre action. Et en simulant un price earning ratio à 15, assez conservateur selon la moyenne du secteur qui est de 20, on aurait un prix de 32,80 € par action, et donc une plus-value de 75%. On peut aussi se référer au chiffre de Graham pour avoir un objectif, où là on aurait un prix à 20,38 € l'action, soit une plus-value de 8,6%. Mais dans le cas d'M6, il y a aussi un aspect important et intéressant à prendre en compte, et c'est l'offre de rachat qui est en cours. Le groupe RTL est en train de vendre ses 49% du capital, et le prix de revente aura un impact sur le cours de bourse de l'action M6 à court terme. Donc c'est vraiment une opportunité d'arbitrage sur une acquisition. En règle générale, le rachat d'une entreprise se fait au prix de l'Enterprise Value, ou EV, qu'on a vu plus tôt dans la vidéo, donc c'est capitalisation boursière plus dette nette. Mais en plus de ça, on va venir souvent rajouter une prime sur le total pour inciter les actionnaires à vendre. Et cette prime en moyenne, elle est de 20%. Même si c'est super convoité. Et parmi les acheteurs intéressés, on a Xavier Niel, TF1 ou Vivendi. Et donc plus on va avoir de concurrence et de demandes venant des acheteurs potentiels, plus le montant de la prime va augmenter. C'est un peu comme les enchères. Et si on valorise M6 à son prix de rachat plus le premium, alors on va arriver à une valorisation de 20,47 € par action, si on reste conservateur. Et 22,33 € par action, si on prend un premium en moyenne de 20%. Mais il est possible que le montant du premium augmente encore plus que ça. Et enfin, pour finir en beauté, on a le dividende du groupe M6. Alors bien sûr, en 2020, le dividende a été suspendu à cause du Covid, mais le versement qui arrive en 2021 est de 1,50 € par action. Donc ça nous fait un rendement de 8% au cours d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les deux actions qu'il faut acheter maintenant et que je pense qu'ils sont sous-valorisées. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu as des questions sur l'analyse, n'hésite pas. Et avant de partir, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine. Allez, salut et à bientôt sur le Coin Finance.